C'était un de ces après-midi d'automne où les Smoky Mountains prenaient des allures fantomatiques. Une lumière brumeuse filtrait à travers la canopée clairsemée. L'air était lourd de ce mélange de pluie et de pin qui annonçait toujours le changement de saison. Le 23 octobre 2005, Lila Mercer, 17 ans, gara sa petite Honda Civic argentée au départ du sentier de Deep Creek, juste à l'extérieur de Bryson City, en Caroline du Nord. La température avoisinait les 15 degrés. Un système orageux approchait par l'ouest, mais la pluie n'avait pas encore commencé. Elle remonta la fermeture éclair de sa veste en flanelle bleue, jeta son sac de randonnée sur une épaule et marqua une pause pour envoyer un dernier texto à sa meilleure amie. Rando de 2 heures. De retour avant la nuit. Il était 14h43. Lila n'était pas une novice en forêt. Elle avait grandi en passant ses étés à Camper avec ses parents dans les Great Smoky Mountains. Sa mère, Caroline, était décédée l'année précédente d'un AVC foudroyant. Et la randonnée était devenue sa façon de faire face. Un lieu où trouver le calme, loin du vacarme de son chagrin. Son père, Daniel Mercer, dirait plus tard que la randonnée était le seul moment où elle semblait retrouver sa sérénité. Le sentier de Deep Creek n'était pas considéré comme dangereux. De difficulté modérée, il serpentait à travers une forêt dense de pruches et de rhododendrons avant de monter vers les chutes d'Indian Creek. Elle l'avait parcouru de nombreuses fois, souvent seule, signant toujours soigneusement son nom dans le petit registre vert près du parking. Cet après-midi-là, son nom y figurait à nouveau. Elle Mercer, 14h30. Alors qu'elle s'engageait sur le chemin, quelques autres randonneurs descendaient. Un couple se souvint de l'avoir croisé et de lui avoir adressé un signe de tête poli. Écouteurs aux oreilles, cheveux sombres attachés en arrière, ses bottes éclaboussées de la boue de la pluie matinale. Ils dirent qu'elle semblait sûre d'elle, détendue, comme quelqu'un qui était à sa place, ici. Vers 16h, le temps commença à se gâter. Les nuages s'amoncelèrent plus vite que prévu, et une brume commença à s'installer dans la vallée. La température chuta de 10 degrés en moins d'une heure. À 17h, le brouillard avait complètement avalé les lignes de crête, rendant le sentier plus sombre qu'il n'aurait dû l'être si tôt dans la soirée. À 18h15, comme elle n'était toujours pas rentrée, son père appela 2 fois son téléphone portable. Il tomba directement sur la messagerie vocale. À 20h02, il se tenait lui-même au départ du sentier, ses phares découpant le crachin. Sa voiture était toujours garée au même endroit. Les portières étaient verrouillées. À l'intérieur, son téléphone reposait, écran contre le siège passager, le chargeur encore soigneusement enroulé dans le porte-gobelet. Il tenta de se convaincre qu'elle était peut-être sortie dîner avec des amis. Peut-être qu'il n'y avait pas de réseau, peut-être que sa batterie était morte. Mais alors que la pluie s'intensifiait et que la forêt devenait complètement noire, cette rationalisation s'effondra. Il appela le 911 à 21h08. Le premier ranger arriva 20 minutes plus tard. Ils trouvèrent son nom dans le registre, confirmèrent sa direction sur le sentier et commencèrent un rapide balayage avec des lampes frontales. La visibilité était médiocre, moins de 6 mètres. La pluie devint continue, effaçant les quelques faibles traces qui auraient pu subsister dans la boue. Les recherches s'intensifièrent rapidement. Rangers, randonneurs volontaires et même 2 unités canines furent mobilisés pendant la nuit. Mais à l'aube, ils n'avaient rien. Aucune empreinte, aucun vêtement, aucun signe qu'elle ait jamais quitté le sentier. Le seul indice
était le témoignage de son père sur sa méticulosité. Elle laissait toujours des mots, donnait toujours des nouvelles. Elle détestait être en retard et n'était pas impulsive. Au fil des heures, les chercheurs commencèrent à élargir leur rayon de recherche. Le terrain y est escarpé, creusé de ruisseaux et de ravins capables d'étouffer le son. Un ranger dira plus tard que crier son nom, c'était comme hurler dans une éponge. Le brouillard absorbait le bruit. L'après-midi suivant, le temps s'était encore dégradé. Un front froid venu du nord apporta des rafales qui arrachaient les feuilles des arbres et emplissaient les vallées d'une brume tourbillonnante. C'était le genre de temps qui désoriente même les randonneurs les plus chevronnés. Ils quadrillèrent d'abord la boucle principale, puis les sentiers secondaires, marquant des grilles avec du ruban orange. Les chiens détectèrent une brève piste le long d'un étroit lacet à mi-hauteur de la crête, mais elle s'évanouit près d'un chenal de ruissellement rempli de feuilles mouillées. Alors que la nuit tombait à nouveau, Daniel refusa de partir. Il resta près de sa voiture, appuyé contre le capot sous une bâche, les yeux fixés sur la lisière de la forêt. Les rangers lui dirent qu'il reprendrait aux premières lueurs. Il hocha la tête, mais ne bougea pas. Le troisième jour, le brouillard se leva suffisamment pour permettre un balayage par hélicoptère. D'en haut, la forêt semblait infinie, un patchwork de vert et de brun seulement brisé par le reflet de l'eau des ruisseaux. Rien ne se détachait. Tard cet après-midi-là, un ranger nommé Calder Boone remarqua quelque chose d'inhabituel le long d'une pente à environ 800 mètres du sentier balisé. Une unique empreinte de botte, imprimée dans la terre humide. Ils la photographièrent, la mesurèrent. Taille 7, la même que celle de Lila. Mais il n'y en avait aucune autre, ni avant, ni après. L'empreinte était orientée vers une pente abrupte où le sol plongeait brusquement dans un ravin étouffé par la broussaille. Au bord, la terre était remuée, comme si quelqu'un avait glissé ou s'était arrêté soudainement. Ils descendirent en rappel avec précaution, s'attendant à trouver un morceau de tissu déchiré, un équipement, quelque chose. Mais le fond du ravin était net. Aucun débris, aucun signe que quelqu'un y soit jamais tombé. De retour sur la crête, le brouillard commença à remonter, roulant comme de la fumée à travers les pins. Daniel regarda les rangers émerger un par un, secouant la tête. Il fixa l'empreinte de botte, incapable de parler, son visage blême, dans la lumière déclinante. Quelque part là-dehors, sa fille avait quitté le sentier et s'était volatilisée. Et tandis que l'obscurité s'étendait sur les Smoky Mountains cette nuit-là, une seule question résonnait parmi les chercheurs. Pourquoi les empreintes s'arrêtaient-elles là? À l'aube, les recherches pour retrouver Lila Mercer, 17 ans, étaient devenues la plus grande mobilisation que le parc ait connue depuis des années. Rangers, adjoints du shérif, unités canines et près de 100 volontaires s'alignèrent épaule contre épaule dans le champ détrempé de brume près du départ du sentier. Les radios crépitaient, les chiens aboyaient, et au-delà de la lisière des arbres, le son de l'eau courante résonnait faiblement à travers le brouillard. La température avait chuté pendant la nuit à 5 degrés Celsius et une pluie fine tombait sans relâche, juste assez pour rendre le sol glissant et effacer la plupart des empreintes de la veille. Le poste de commandement fut installé dans une tente temporaire près du poste des Rangers. Au mur, une carte topographique plastifiée du bassin versant de Deep Creek était accrochée, des lignes de marqueurs rouges divisant le terrain en grilles de recherche.
Toutes les 15 minutes, les équipes faisaient le point, donnant leurs coordonnées, la direction du vent et l'état de la visibilité. Les Rangers utilisaient la théorie du cône olfactif, essayant de prédire où l'odeur de lilas pourrait se propager en fonction des vents dominants et des gradients de température. Mais la pluie rendait la tâche quasi impossible. L'air humide plaque l'odeur au sol, la dispersant de manière inégale, et en quelques heures, les deux unités canines commencèrent à se désintéresser. À midi, le premier hélicoptère était en vol. Il tournait à basse altitude au-dessus de la vallée, ses capteurs infrarouges balayant toute source de chaleur plus grande qu'un raton laveur. Les chercheurs espéraient qu'elle aurait pu trouver un abri sous roche, une cache de chasseurs, une vieille cabane. Mais l'écran ne montrait rien, juste une forêt sans fin, froide et uniforme. Pendant ce temps, les volontaires au sol s'enfonçaient plus profondément le long du sentier principal. Les bois étaient silencieux, à l'exception de leur voix appelant son nom, encore et encore. Lila, Lila Mercer. Chaque cri se dissolvait dans l'air épais. Pas d'écho, pas de réponse. À 14h30, un ranger nommé Boone, le même qui avait trouvé l'unique empreinte, remarqua quelque chose dans les broussailles à environ 350 mètres du sentier principal. C'était une forme sombre à moitié recouverte de feuilles, reposant contre une bûche moussue. En la dégageant, il vit que c'était un sac à dos, gris clair, petit et à moitié ouvert. À l'intérieur, il y avait une veste de pluie, un mélange de fruits secs, une carte du parc non ouverte et un appareil photo jetable. Tout semblait sec et intact, comme s'il avait été posé là, et non pas tombé. La seule chose qui manquait était une bouteille d'eau dans l'une des poches latérales. L'emplacement du sac n'avait aucun sens. Il était loin du sentier principal, sur un terrain accidenté. Pour atteindre cet endroit, elle aurait dû quitter le chemin balisé et descendre à travers une végétation dense, un geste qu'aucun randonneur expérimenté ne ferait de son plein gré, surtout avec le mauvais temps qui approchait. Les enquêteurs balisèrent le site et étendirent la grille de recherche vers le bas. La pente y était raide et boueuse, menant à une ancienne plateforme de route envahie par la végétation qui n'apparaissait pas sur les cartes modernes. Des recherches ultérieures montrèrent qu'il s'agissait d'une partie d'une voie de service fermée depuis 1998 après qu'un glissement de terrain l'eût coupée. Elle se trouvait techniquement en dehors de la zone de recherche désignée, mais des empreintes à proximité suggéraient un mouvement dans cette direction. La deuxième nuit, le moral commençait déjà à fléchir. Le froid s'intensifia et les volontaires travaillaient à la lueur des lampes frontales, leur souffle visible dans l'air. Les Rangers établirent des points de contrôle et firent tourner les équipes par tranches de 6 heures. Les chiens de recherche furent réintroduits le lendemain matin, mais chacun perdit la piste à peu près au même endroit, tout près de l'endroit où son sac à dos avait été trouvé. De retour à la tente de commandement, son père attendait, enveloppé dans une couverture du parc, les yeux fixés sur la carte numérique qui suivait les équipes. Il n'avait pas dormi plus d'une heure depuis sa disparition. Il refusait de partir, disant au ranger qu'il resterait jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Il lui apportait du café, tentait de le rassurer, mais chaque heure qui passait rendait cette promesse plus difficile à tenir. Le troisième matin, une brève éclaircie redonna espoir à l'équipe. Ils reprirent les balayages par hélicoptère, ajoutant une couverture par drone dans les zones plus resserrées. Un opérateur de drone signala avoir vu quelque chose de réfléchissant le long d'une ligne de crête, mais lorsqu'une équipe s'y rendit,
il s'agissait d'une canette de soda écrasée. De fausses alertes comme celle-ci se produisaient constamment. De la mousse vive prise pour du tissu, des branches tombées qui ressemblaient à des vêtements vus du ciel. Le quatrième jour, les médias étaient arrivés. Des camions satellites bordaient l'accotement en gravier en contrebas du poste des Rangers. Les journalistes s'agglutinaient sous des parapluies, filmant des directs sur le mystère de la randonneuse adolescente disparue. Certains réseaux spéculaient qu'elle aurait pu fuguer. D'autres laissaient entendre des théories plus sombres, suggérant qu'elle avait mis en scène sa disparition. Aucun d'eux n'avait rencontré son père, qui était assis à quelques mètres de là, écoutant leur voix résonner sous la pluie. Il refusa de parler à la caméra. À l'intérieur du parc, les chercheurs continuaient de progresser vers l'extérieur. Ils couvrirent plus de 50 km² de terrain dans les premières 72 heures. Quand ils n'étaient pas sur le terrain, ils se blottissaient dans des tentes, cartes étalées sur des tables, débattant de probabilités. Un ranger pensait qu'elle avait suivi le ruisseau en aval, essayant d'atteindre l'ancienne route. Un autre pensait qu'elle avait pu faire demi-tour et se perdre sur la crête. Les conditions étaient brutales. Des avertissements d'hypothermie furent émis pour les chercheurs. La pluie trempait chaque couche de vêtements, les radios fonctionnaient mal, et des coulées de boue bloquaient l'accès à plusieurs sections du sentier. La nuit, des générateurs bourdonnaient à côté des tentes, tandis que les scanners thermiques scintillaient d'interférences statiques. Le cinquième jour, le temps se dégagea enfin. Pendant quelques heures, les montagnes se dressèrent, nettes et bleues sous le soleil. D'en haut, les hélicoptères pouvaient voir clairement jusqu'au fond de la vallée, où la fonte précoce des neiges avait creusé de petites ravines à travers le sous-bois. Les équipes se concentrèrent là, espérant que le ruissellement pourrait exposer quelque chose. Une chaussure, une sangle, un lambeau de tissu. Cet après-midi-là, ils trouvèrent quelque chose. 2 empreintes partielles pressées dans l'argile au bord d'une petite clairière. Le motif correspondait à la même semelle que les bottes de randonnée de Lila. Mais encore une fois, elles s'arrêtaient brusquement, sans continuation dans aucune direction. C'était comme si elle avait fait quelques pas et s'était volatilisée. La découverte raviva les rumeurs. Certains habitants chuchotaient à propos de séries de disparitions, de gens qui disparaissaient dans les montagnes. Les Rangers rejetaient cela comme de la superstition, mais en privé, même les plus expérimentés d'entre eux admettaient qu'ils ne pouvaient pas expliquer ces schémas. Au 7e jour, la fatigue commença à se faire sentir. Des volontaires abandonnèrent. Les fonds pour les heures supplémentaires s'amenuisèrent. Le commandement dut commencer à prioriser ou envoyer un personnel limité. Statistiquement, les chances de survie après une semaine complète dans ces conditions étaient proches de 0. Les conversations à l'intérieur de la tente passèrent de « quand nous la trouverons » à « si nous la trouvons ». Son père venait toujours chaque matin, le visage tiré et pâle, demandant des nouvelles. Les Rangers commencèrent à éviter son regard lorsqu'il approchait. Le 9e jour, il se tenait silencieusement près de la lisière des arbres tandis qu'un dernier balayage par hélicoptère décollait. Le souffle de ses rotors fouetta les feuilles mouillées, projetant une bruine froide sur lui. Ils y consacrèrent une dernière journée complète. Les équipes ratissèrent chaque drainage, chaque ravin, cochant des carrés sur la carte quadrillée avec un crayon gras-rouge. Aucun nouvel élément de preuve ne fit surface. Pas un seul vêtement,
pas même une branche cassée suggérant une lutte ou une chute. Juste le silence et la brume. Le 10e soir, les recherches furent officiellement suspendues. L'annonce fut faite discrètement, juste après le coucher du soleil. Les Rangers ne firent pas de cérémonie. Ils plièrent simplement les cartes, enregistrèrent les coordonnées et commencèrent à emballer leur équipement. La presse qualifia l'affaire de disparition non résolue et en quelques jours, les gros titres s'estompèrent. Daniel Mercer resta sur place alors que les tentes étaient démontées. Il se tenait au départ du sentier à côté de sa voiture, maintenant couverte d'une fine pellicule d'aiguilles de pin et d'eau de pluie. Au loin, le dernier hélicoptère décolla. Ses pales fendaient les nuages bas et gris. Le son devint de plus en plus faible jusqu'à disparaître complètement, ne laissant que le murmure du vent dans les arbres. Il chuchota son nom une fois, juste pour entendre comment il sonnait dans le silence. Il n'y eut pas d'écho. Son nom se dissipa dans la forêt, tout comme elle. Les années passèrent. Mais Deep Creek ne l'oublia jamais. Même après la fin des recherches officielles, les randonneurs et les habitants continuèrent de parler de la jeune fille qui avait disparu là. L'histoire persistait comme une brume sur la vallée, jamais vue, mais toujours ressentie. Les rangers disaient qu'une fois qu'un lieu est marqué par une tragédie, il acquiert une sorte de réputation. Les gens y marchent différemment. Ils baissent la voix. Ils remarquent des choses qu'ils n'auraient pas remarquées avant. En 2007, 2 ans après la disparition de Lila Mercer, ce tronçon de sentier avait changé. Des panneaux furent installés, avertissant les randonneurs de ne pas s'aventurer hors des chemins balisés. L'ancienne voie de service qu'elle était censée avoir suivie fut complètement fermée. Mais les histoires commencèrent tout de même à se répandre. Des campeurs juraient avoir vu le scintillement d'un feu de camp au plus profond des bois la nuit, bien trop loin du sentier pour que quiconque puisse y camper légalement. D'autres disaient avoir entendu une voix de femme appeler faiblement pendant les orages, résonnant à travers la vallée comme quelqu'un criant à l'aide sous l'eau. Les rangers rejetaient cela comme de l'imagination. Le brouillard, le tonnerre, le vent. Dans les vallons, cela peut créer des sons, jouer des tours aux gens. Pourtant, les signalements arrivaient tous les quelques mois, toujours près du même tronçon de Deep Creek. Un couple décrivit avoir aperçu une silhouette en flanelle bleue entre les arbres, se déplaçant vers le haut de la colline avant de disparaître. Ils dirent que c'était si vif qu'ils commencèrent à crier son nom avant de réaliser à quel point les bois étaient devenus silencieux. En ligne, l'histoire prit une vie propre. Les premiers forums et les sites de randonnée la décortiquèrent, comparant sa disparition à d'autres dans le parc. Des enquêteurs amateurs cartographièrent des coordonnées, théorisèrent sur des gouffres, des animaux sauvages, voire des grottes cachées. Certains fils de discussion établirent des parallèles troublants avec d'autres personnes disparues. Même tranche d'âge, même conditions, toujours près de l'eau, du brouillard ou de changements météorologiques soudains. Le service des parcs refusa de commenter publiquement, qualifiant cela de spéculation en ligne. Pendant ce temps, Daniel Mercer ne cessa jamais de revenir. Chaque mois d'octobre, à l'anniversaire de sa disparition, il conduisait de Knoxville à Deep Creek, se garant sur le même parking en gravier où sa voiture avait été retrouvée. Il déposait un petit bouquet de fleurs sauvages au pied du panneau de départ du sentier, des asters des montagnes, ses préférés, et une note pliée glissée sous une pierre. Personne ne lisait jamais ces notes, mais les rangers les trouvaient
année après année, remplacée à chaque fois par une nouvelle. En 2015, la plupart des rangers qui avaient travaillé sur son cas avaient pris leur retraite ou avaient été mutés. Les seules personnes qui s'en souvenaient directement étaient quelques habitants et un coordinateur de recherche à la retraite qui vivait encore à proximité. Il conservait les anciens dossiers dans un bac de rangement en plastique dans son garage, des cartes usées, des étiquettes de preuves décolorées et des pages de notes manuscrites des 10 premiers jours de la recherche. Il a dit un jour à un journaliste: il y avait des choses dans cette affaire qui ne collaient pas. On ne disparaît pas comme ça, pas si près d'une route. Cette même année, un nouveau ranger nommé Evan Thorne fut muté dans le parc depuis le Montana. Il avait 32 ans, était calme, méthodique et avait la réputation de remarquer des schémas que d'autres manquaient. Il tomba sur le cas de Lila par accident en examinant d'anciens rapports de personnes disparues pour un projet sans rapport sur la sécurité des sentiers. Ce qui attira son attention n'était pas seulement les circonstances de sa disparition, mais le lieu. Les coordonnées de Deep Creek recoupaient 3 autres cas non résolus, remontant à la fin des années 1980. Tous concernaient des randonneurs qui avaient disparu dans des conditions brumeuses ou orageuses, aucun à plus de quelques kilomètres de distance. 2 d'entre eux furent finalement retrouvés, l'un décédé d'hypothermie, l'autre blessé mais vivant après des jours perdus dans un ravin. Les autres restaient portés disparus. Evan commença à rassembler ce qu'il pouvait des archives. Il remarqua quelque chose de subtil mais constant. Chaque disparition s'était produite pendant une période de changement météorologique soudain. Des fronts froids rapides apportant brouillard et chute de température. Ce n'était la preuve de rien, mais c'était suffisant pour soulever des questions. Pourquoi les mêmes conditions revenaient-elles sans cesse? Et pourquoi n'y avait-il aucun rapport de suivi pour Lila après les 72 premières heures? Il contacta des rangers à la retraite qui étaient là pendant les recherches de 2005. La plupart donnèrent des souvenirs vagues, juste du mauvais temps, une mauvaise visibilité, aucune piste. Mais l'un d'eux mentionna quelque chose qu'Evan n'avait pas vu dans les dossiers. Un touriste avait rapporté un appareil photo perdu au poste des rangers à l'été 2007, trouvé près de Deep Creek, non loin de la route de service fermée. Il était censé avoir été envoyé au scellé, mais n'avait jamais été correctement enregistré. Parfois, creuser dans un mystère en découvre un autre. En examinant ces vieux dossiers, Evan tomba sur un rapport de 1995 provenant d'une zone rurale du Tennessee, une fillette de 10 ans disparue en rentrant de l'école. L'histoire de la famille était étrange à l'époque, mais ce qui a refait surface 14 ans plus tard était presque impossible à croire. Si vous n'avez pas vu cette enquête, le lien est dans la description. Regardez-la après celle-ci, car la vérité que cette famille a cachée pendant plus d'une décennie pourrait changer la façon dont vous voyez des cas comme celui de Lila Mercer. Evan vérifia l'inventaire des biens, et en effet, il était là, étiqueté sous Objets divers, numéro de référence 07326. Un appareil photo Polaroid One Step avec un boîtier fissuré et une cartouche de film à moitié utilisée à l'intérieur. La note disait qu'il avait été trouvé sous des broussailles, probablement altéré par les intempéries. Le film n'avait jamais été développé. Il apporta l'objet à la salle des scellés. L'étiquette était tachée, presque illisible, mais il pouvait déchiffrer un mot sur l'étiquette Creek.
Il était resté dans un bac pendant près d'une décennie, intact. L'idée qu'il puisse contenir quoi que ce soit de pertinent pour une affaire de personnes disparues datant d'années auparavant semblait impossible. Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'idée que cela pouvait être lié. Cette nuit-là, il rentra chez lui et commença à lire tout ce qu'il pouvait trouver sur Lila Mercer. De vieux articles de presse, des messages de forums archivés, des avis de recherche numérisés et mis en ligne par des inconnus. La même photo en noir et blanc apparaissait partout. Son sourire doux, le vent dans ses cheveux, la flanelle bleue visible sur ses épaules. Il n'aurait su dire pourquoi cette affaire le tourmentait plus que les autres. Peut-être étaient-ce les détails, la précision de sa disparition, la manière dont elle défiait toute logique. Peut-être était-ce la persévérance de son père, qui revenait chaque année comme si l'histoire n'était pas encore terminée. Quoi qu'il en soit, Evan ressentait cette démangeaison sourde que les enquêteurs ne connaissent que trop bien, ce sentiment que quelque chose a été négligé. La semaine suivante, il apporta l'appareil photo à un contact de la police scientifique à Asheville pour voir si une pellicule pouvait encore être développée. Le technicien lui dit que c'était possible, bien que peu probable après tout ce temps. Mais avant de quitter le laboratoire, Evan posa une dernière question. Quel genre d'image pouvait survivre dans de telles conditions? Le technicien haussa les épaules et répondit. Parfois, quelques clichés tiennent le coup, parfois rien du tout. Il hocha la tête, le remercia et sortit, le petit appareil à la main. Dehors, l'air était lourd et gris, exactement comme le jour où elle avait disparu. De retour à son chalet ce soir-là, Evan étala le dossier sur la table de la cuisine. Les pages étaient jaunies, aux bords écornés, exhalant encore une faible odeur de papier humide. Il examina les cartes des recherches, ses dernières coordonnées connues et les notes des gardes forestiers de la première semaine. Son stylo survola la carte, dessinant un petit cercle là où son sac à dos avait été retrouvé. Il réalisa alors que chaque témoignage, chaque rumeur, chaque histoire de fantôme de Deep Creek semblait se concentrer dans un rayon de moins d'1 kilomètre autour de cette même zone. La route fermée, le méandre du ruisseau, la pente où l'empreinte s'arrêtait. Il ne savait pas ce qu'il trouverait si les photos étaient développées. Peut-être rien, peut-être tout. Mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un au sein de l'administration du parc cherchait à nouveau. Et à l'intérieur d'un petit casier à preuves, scellé dans un sac en plastique, un appareil Polaroid usé par le temps attendait, sa pellicule toujours vierge, ses secrets piégés dans un silence chimique. Quand les premières images apparurent, un silence se fit dans la pièce. La pellicule Polaroid avait mieux survécu que quiconque ne l'aurait cru. Après près d'une décennie scellée dans un sac, 3 photographies pâles émergèrent du bain chimique, granuleuses, teintées de jaune par le temps, mais intactes. La première était simple. Un coin de canopée forestière, des branches s'entrecroisant sur le ciel pâle d'octobre. Le genre de photo que les randonneurs prennent sans y penser, peut-être pour tester la lumière. Evan l'étudia longuement, traçant les motifs des feuilles, le léger flou de mouvement près du bord. Rien d'inhabituel, juste des arbres et un filet de soleil. La deuxième photographie était plus nette. Elle montrait une paire de chaussures de randonnée maculées de boue, posée près du lit d'un ruisseau. Une manche de flanelle bleue était visible en bas du cadre, le poignet légèrement replié. La chaussure droite était inclinée,
suggérant que la photo avait été prise rapidement, peut-être alors qu'elle était à genoux ou posait quelque chose. Evan la fixa, réalisant qu'il regardait le dernier moment confirmé de la vie de Lila Mercer. La troisième photo lui coupa le souffle. Elle était floue, surexposée sur les bords, mais assez claire pour distinguer la silhouette de Lila, dos à l'appareil. Elle semblait se tourner légèrement, comme si elle venait d'entendre quelque chose derrière elle. La lumière était faible, de début de soirée, à en juger par l'angle des ombres. Et tout au fond, à travers l'enchevêtrement des branches, il y avait une forme plus sombre, de taille humaine, floue, mais indéniablement là. Il demanda au technicien du laboratoire s'il pouvait s'agir d'une double exposition, d'un problème mécanique de l'appareil. La réponse fut non. Le flou ne venait pas d'une superposition, mais d'un mouvement. La personne en arrière-plan bougeait lorsque l'obturateur s'était déclenché. Pour la première fois en 14 ans, l'affaire avait quelque chose de tangible, de réel. Evan apporta les photos au bureau d'enquête du parc à Asheville. Là, elles suivirent les procédures officielles. Chaîne de possession, authentification photographique et test ADN. Lorsque les résultats revinrent une semaine plus tard, ils confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient déjà. Les cellules de peau prélevées sur la lanière de l'appareil correspondaient à l'échantillon ADN original prélevé sur la brosse à cheveux de Lila en 2005. C'était bien le sien. Elle avait porté cet appareil dans les bois le jour de sa disparition. Cette découverte raviva l'enquête. Les gardes forestiers, qui avaient depuis longtemps abandonné l'affaire, avaient soudain quelque chose de nouveau à analyser. Des spécialistes examinèrent les photos, cartographiant la direction de la lumière et des ombres pour estimer l'heure de la journée. La photo de la canopée, d'après l'angle du soleil, avait probablement été prise entre 16h30 et 17h. La photo du ruisseau, quelques minutes plus tard, le soleil plus bas, la lumière plus froide. L'image finale et floue semblait avoir été capturée moins d'une demi-heure avant le crépuscule. Si ces estimations étaient exactes, Lila était encore en vie bien après que le brouillard ait commencé à tomber. Evan travailla avec un analyste géospatial pour reconstituer son itinéraire possible. Ils comparèrent les caractéristiques du terrain visible sur les photos, les motifs rocheux, la courbure du ruisseau et un arbre tombé reconnaissable à l'arrière-plan du deuxième cliché. En utilisant des données topographiques archivées de 2005, ils firent correspondre le lieu à une zone située à environ 1 km en contrebas du sentier principal, près de cette même vieille route de service fermée depuis des années. Cette découverte changea tout. Le terrain y était accidenté, avec une végétation dense et les vestiges d'un ancien sentier d'accès qui menait autrefois à un refuge de gardes forestiers démantelé des décennies plus tôt. Peu de cartes modernes l'indiquaient. En pratique, c'était un terrain tombé dans l'oubli. La théorie de travail était que Lila avait pris un mauvais tournant dans le brouillard et s'était retrouvée sur l'ancienne route, mais les photos suggéraient autre chose. Elle avait été assez calme pour s'arrêter et prendre des photos. Elle n'était pas perdue, du moins, pas encore. Evan examina de nouveau l'image finale, zoomant sur la silhouette indistincte derrière elle. La personne semblait se tenir juste au-delà de la profondeur de champ, partiellement masquée par les broussailles. L'analyse révéla un profil vertical compatible avec une personne portant une veste ou un manteau. L'angle de la foulée suggérait un mouvement vers l'avant,
quelqu'un qui marchait dans sa direction. Le problème était qu'il n'y avait aucune trace d'autres randonneurs dans cette zone ce jour-là. Le registre du sentier ne mentionnait que 3 autres groupes, tous identifiés. Personne d'autre n'avait signalé être près de Deep Creek aux heures de sa disparition. Cela laissait 2 possibilités troublantes. Soit quelqu'un était entré dans le parc de manière non officielle, soit l'appareil de Lila avait capturé un étranger qui n'aurait jamais dû être là. En fouillant plus profondément dans les archives du parc, Evan découvrit que les activités illégales n'étaient pas rares dans cette section des Smokies. Au fil des ans, les gardes avaient trouvé des vestiges d'anciens alambics clandestins, de postes de chasse et de camps de fortune utilisés par des braconniers. Au début des années 2000, il y avait eu quelques arrestations discrètes liées à la chasse et au piégeage sans permis près de cette même route d'entretien. L'hypothèse de travail commença à changer. Et si elle avait rencontré quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé? Evan partagea cette théorie avec l'enquêteur de l'État affecté à la division des affaires non élucidées. Ensemble, ils réexaminèrent toutes les dépositions de témoins de 2005. Un détail qui avait été écarté à l'époque parut soudain plus pertinent. Un randonneur avait signalé avoir entendu des cliquetis métalliques près de la route fermée cet après-midi-là. On avait alors supposé qu'il s'agissait de travaux d'entretien forestier, mais les registres d'entretien de cette date ne montraient aucune équipe prévue près de Deep Creek. L'enquêteur suggéra qu'il pouvait s'agir d'un ancien site de distillation réutilisé ou de quelqu'un qui coupait des pièges métalliques. Quoi qu'il en soit, cela signifiait qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre ce jour-là, quelqu'un vivant ou se cachant assez profondément dans le parc pour éviter d'être repéré. Les experts en criminalistique améliorèrent la photo finale à l'aide d'outils de restauration numérique modernes. Le processus fut méticuleux, extrayant des détails d'une pellicule dégradée par le temps. Les résultats furent troublants. Derrière Lila, près de la lisière des arbres, apparut une faible forme rectangulaire, une partie d'une structure, peut-être en bois ou en pierre. Elle ne correspondait à aucun des refuges connus et répertoriés, mais sa géométrie était trop rectiligne pour être naturelle. Evan la compara aux plans historiques de l'ancien refuge de gardes forestiers construit dans les années 1960. Les dimensions correspondaient. Ce refuge avait été officiellement démantelé en 1999, mais des notes de terrain suggéraient que seul le toit et les murs avaient été enlevés. Les fondations avaient été laissées à l'abandon sous les broussailles. Ces fondations se trouvaient à environ 1 kilomètre de l'endroit où son sac à dos avait été retrouvé. Les pièces commençaient à former une image difficile à ignorer. Elle avait quitté le sentier. Elle avait pris des photos près d'un ruisseau. Elle avait rencontré quelqu'un, puis, près des vestiges d'un refuge abandonné, tout s'était arrêté. Ces nouvelles découvertes suffirent à justifier la réouverture de l'affaire. Des équipes de recherche furent discrètement reformées, plus petites cette fois, plus ciblées, guidées par les données plutôt que par l'espoir. Elles retournèrent dans la zone avec des cartes aériennes mises à jour, des détecteurs de métaux et des chiens renifleurs de cadavres. Alors que les équipes commençaient à défricher les broussailles envahissantes près de l'ancienne route, Evan marchait en avant, suivant les contours qu'il avait mémorisés sur les photographies. L'air était lourd et humide, du genre qui étouffe les sons. Il atteignit une clairière et vit le faible contour des pierres de fondation sous la terre, à moitié englouties par la mousse. Les coordonnées correspondaient parfaitement. Il resta là un long moment,
essayant d'imaginer la scène 14 ans plus tôt, la lumière déclinante, le bruit du ruisseau, le dernier déclic d'un obturateur de Polaroid. Quelque part près de cet endroit, quelque chose s'était produit que personne n'avait vu, et pendant des années, personne n'avait même su à quel point ils avaient été proches de le trouver. Evan ne savait pas encore quelle serait la prochaine découverte, mais en regardant autour de la clairière vide, il remarqua quelque chose de troublant. Une ligne de terre remuait près de l'une des pierres de fondation, comme si le sol avait été touché il y a longtemps. Il marqua l'endroit discrètement, recula et appela l'équipe par radio. Quoi que ce soit qui fût enterré là, cela attendait d'être trouvé. Au printemps 2019, 14 ans après la disparition de Lila Mercer, les Smoky Mountains se remettaient de l'une des pires tempêtes hivernales depuis des décennies. Des vents violents avaient abattu des arbres et bloqué plusieurs sentiers d'accès. Une équipe de maintenance bénévole fut chargée de déblayer les débris près de l'ancienne route de service, celle-là même qui avait depuis longtemps disparu des cartes officielles. Ce devait être un travail de routine. Quelques hommes avec des tronçonneuses, supervisés par un garde forestier. Rien d'inhabituel. Mais tard un après-midi, en déplaçant un amas de rondins pourris près de la base de la pente, l'un des bénévoles remarqua quelque chose de métallique qui brillait dans la terre. C'était petit, à moitié enfoui et rouillé au point d'être presque méconnaissable. En balayant la terre, il réalisa que ce n'était ni un outil, ni une pièce d'équipement. C'était un médaillon. Le fermoir était corrodé, mais le faible contour d'une lettre gravée, elle, était encore visible. Lorsque le garde forestier l'ouvrit, la charnière se brisa, révélant une photographie délavée scellée derrière un verre trouble. Elle montrait une jeune fille, Lila, debout à côté de sa mère, toutes deux souriantes, la lumière du soleil éclatant derrière elles. L'image était vieille, endommagée par l'humidité, mais reconnaissable. Ce n'était pas quelque chose qui aurait pu être déposé là par hasard. La terre autour était compacte, non perturbée, suggérant qu'il avait été placé là délibérément. Le médaillon fut envoyé pour analyse. Des échantillons de sol prélevés à sa surface révélèrent des couches de sédiments correspondant à un enfouissement de longue durée, des années, pas des mois. Au microscope, les traces de minéraux correspondaient précisément au terrain environnant, confirmant qu'il se trouvait à cet endroit depuis l'époque de la disparition de Lila. Lorsque les résultats revinrent, l'administration du parc contacta les autorités locales. L'affaire fut officiellement rouverte. Evan Thorne, maintenant garde forestier principal, fut appelé sur les lieux. Il sut immédiatement ce que cela signifiait. L'endroit où le médaillon avait été trouvé se trouvait à moins de 10 mètres des anciennes fondations du refuge, qu'il avait inspectées des mois plus tôt. Le malaise qu'il avait ressenti en se tenant là revint instantanément. Une équipe spécialisée de chiens renifleurs de cadavres fut amenée d'Asheville. Les chiens travaillèrent méthodiquement le périmètre de la clairière, leurs maîtres attentifs aux moindres signaux comportementaux. En quelques minutes, l'un des chiens se figea près d'un amas de racines de pin qui traversait les restes du mur de fondation. Il gémit doucement, puis se mit à gratter le sol. Le second chien le rejoignit quelques secondes plus tard. Les deux indiquèrent le même point. L'excavation commença lentement. Le protocole archéologique exigeait que chaque centimètre de terre soit tamisé et documenté. À 15 centimètres de profondeur, ils découvrirent ce qui ressemblait à un fragment de tissu. Mince, bleu pâle, emmêlé dans les racines. En dessous,
le premier fragment d'os apparut. L'excavation s'étendit en un quadrillage, révélant des restes squelettiques partiels dans ce qui avait été une dépression peu profonde, maintenant compactée par le temps et la croissance des arbres. C'était un espace confiné, presque comme une poche de racines, où l'érosion avait progressivement comblé les vides. Les os étaient fragiles, décolorés, mais en grande partie intacts, assez pour suggérer qu'un corps avait été placé là intentionnellement. Des anthropologues judiciaires prirent le relais. Les restes furent transférés dans un laboratoire de Knoxville pour analyse. Au cours des semaines suivantes, les spécialistes s'efforcèrent de reconstituer la séquence des événements qui auraient pu conduire à sa mort. La signature isotopique des os fut l'un des premiers indices. Les traces d'isotopes d'oxygène et d'hydrogène dans le tissu osseux peuvent révéler l'eau qu'une personne a bu au cours des dernières années de sa vie. Les lectures correspondaient au profil municipal de Knoxville, la ville natale de Lila, confirmant que les restes étaient compatibles avec son origine. Une analyse plus approfondie révéla une fracture de la cheville guérie, identique à celle documentée dans son dossier médical, quand elle avait 13 ans. Il n'y avait plus aucun doute. C'était elle. Le rapport décrivait également deux blessures importantes. La première était une fracture du fémur, probablement causée par une chute de hauteur, peut-être en glissant sur le talus près du ruisseau. Mais la seconde était bien plus troublante. Une fracture par enfoncement du crâne sur l'os temporal gauche. Les pathologistes judiciaires déterminèrent qu'elle avait été causée par un traumatisme contondant infligé par un objet à surface de frappe étroite. Ce n'était pas compatible avec une simple chute. Cette seule découverte transforma l'affaire d'un accident à une enquête pour homicide. Lorsque les enquêteurs compilèrent les nouvelles preuves, ils réexaminèrent chaque nom associé à l'entretien et à la sécurité du parc en 2005. Un nom se détacha, un agent d'entretien saisonnier nommé Richard Hale, qui avait été affecté au secteur de Deep Creek pendant le mois de la disparition de Lila. Les dossiers montraient qu'il était le dernier à avoir vérifié la route de service pour des risques structurels avant sa fermeture cet automne-là. Il avait depuis déménagé hors de l'État et, selon son casier judiciaire, avait été condamné pour agression en 2008 suite à un incident sans rapport. Il était mort en 2012 d'une insuffisance hépatique. Son dossier personnel mentionnait des problèmes disciplinaires, des absences non signalées, un comportement erratique et une présence non autorisée dans des zones réglementées. Lorsque les détectives cartographièrent ces itinéraires de patrouille assignés, l'un d'eux se superposait précisément à la section où le sac à dos de Lila, et maintenant ses restes avaient été trouvés. Ce n'était pas une preuve, mais c'était suffisant pour dessiner une conclusion troublante. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que Lila aurait pu rencontrer Hale en essayant de retrouver le sentier. Il était connu pour utiliser l'ancienne route de service pour des rondes d'entretien non programmées, transportant souvent des outils et travaillant seul. Si elle l'avait approché pour de l'aide, cela aurait pu sembler sûr au début. Quelque chose aurait pu mal tourner. Une confrontation, un mouvement de panique ou pire. La blessure au crâne suggérait la violence. L'enterrement délibéré du médaillon impliquait que quelqu'un était revenu après, peut-être pour cacher ou marquer le site. Quand les autorités contactèrent Daniel Mercer pour confirmer les découvertes, il approchait de la soixantaine et vivait tranquillement près de Knoxville. L'appel arriva par un matin gris. Il avait passé chaque anniversaire de la disparition de sa fille au même départ de sentier, laissant des fleurs sous le panneau.
Quand on lui annonça qu'on l'avait retrouvé, il resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis, selon le détective qui passa l'appel, il posa une seule question. A-t-elle souffert? On lui dit la vérité, aussi doucement que possible. Les preuves médico-légales suggéraient qu'elle avait pu être blessée d'abord, peut-être inconsciente lorsque le coup final fut porté. Il ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais les données indiquaient que cela avait été rapide. Une semaine plus tard, il retourna à Deep Creek pour la première fois depuis des années. Les gardes forestiers avaient déjà bouclé la zone, mais ils lui accordèrent un moment seul au départ du sentier. Il se tint là, silencieux, les mains dans les poches de sa veste, les yeux fixés sur la crête où elle avait été vue pour la dernière fois. Le brouillard était léger ce matin-là, se levant lentement entre les arbres. Il laissa une unique rose blanche sur le poteau en bois et s'en alla. La conférence de presse officielle eut lieu 3 jours plus tard. Les journalistes remplissaient la petite salle de briefing du bureau du shérif du comté de Swain. Derrière le podium, les enquêteurs exposèrent la séquence des événements qui avaient finalement apporté une conclusion à ce mystère vieux de 14 ans. Ils confirmèrent que les restes avaient été formellement identifiés comme ceux de Lila Mercer grâce au dossier dentaire et à l'ADN. Ils détaillèrent de l'histoire du médaillon, l'analyse des os et le lien potentiel avec l'agent d'entretien décédé. Le shérif qualifia cela de découverte accidentelle qui répondait à des questions longtemps restées en suspens. Il marqua une pause avant d'ajouter « Il y a des questions auxquelles nous ne pourrons jamais répondre ». Alors que les flashs crépitaient, Evan se tenait au fond de la salle, les mains jointes, les yeux baissés. Il avait vu les photographies, il avait foulé le même sol. Et maintenant, au milieu des journalistes et des enquêteurs, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette dernière image, celle du Polaroid, où elle se tournait vers quelque chose juste hors du cadre. Quoi qu'il se soit passé dans ces bois, c'était resté enterré pendant près de 15 ans. La forêt avait gardé son secret, mais pas pour toujours. Dans les mois qui suivirent la découverte, l'enquête s'acheva discrètement. Les rapports furent finalisés, les preuves cataloguées, et pour la première fois en 14 ans, la famille Mercer avait un endroit où enterrer ce qui restait de leur fille. L'administration du parc organisa une cérémonie privée au départ du sentier de Deep Creek ce printemps-là. L'événement ne fut pas médiatisé, juste un petit cercle de personnes qui avaient été là depuis le début. La matinée était claire, mais fraîche. La brume s'attardait encore au creux de la vallée, s'enroulant entre les arbres comme une respiration. Daniel Mercer arriva tôt, marchant lentement sur la route de gravier, avec une petite boîte dans les mains. À l'intérieur se trouvaient les affaires de Lila, restituées par les autorités une fois les tests terminés. Sa chemise en flanelle, le sac de randonnée usé, un fermoir en métal tordu de son appareil photo et le médaillon qu'il avait ramené à la maison. Chaque pièce avait été cataloguée, photographiée et scellée dans des sacs à preuve, mais maintenant, elles étaient de nouveau siennes, humides, délavées et lourdes du poids du temps. Quand la cérémonie commença, un garde forestier lut une courte déclaration au nom du département, reconnaissant les années de questions sans réponse, les équipes de recherche qui n'avaient jamais cessé d'espérer, et la finalité douce amère de la vérité. Un analyste médico-légal parla brièvement de la manière dont l'environnement avait préservé ces restes, comment le sol froid et acide des Smokies ralentit la décomposition, permettant à quelque chose, même après des années,
de parler depuis le silence. Evan se tenait en retrait du groupe, écoutant. On lui avait demandé de prononcer les derniers mots, bien qu'il n'eût rien préparé de formel. Quand son tour vint, il s'avança et parla simplement. Il leur raconta ce que l'épreuve suggérait, que Lila avait probablement glissé hors du sentier près du ruisseau, se fracturant la jambe dans sa chute. Désorientée, peut-être en état de choc, elle avait erré vers l'ancienne route. Là, elle avait rencontré quelqu'un qui n'aurait jamais dû se trouver dans cette partie du parc. La présence de l'agent d'entretien ne pouvait être prouvée hors de tout doute, mais les preuves et le moment des faits pointaient dans une seule direction. Evan pensait que l'homme avait paniqué. Peut-être pensait-il qu'elle mourrait avant l'arrivée des secours. Peut-être craignait-il d'être blâmé pour négligence. En essayant de cacher ce qui s'était passé, il avait enterré la vérité à la place. Le médaillon, retrouvé des années plus tard, était un geste lancinant, un acte de culpabilité ou de souvenir. Il avait été placé délibérément, peut-être par lui, près de l'endroit où elle était morte. Plus tard, lors d'entretiens, des experts intervinrent, débattant de ce que son cas représentait. Certains y voyaient une tragique mésaventure, une succession de mauvaises décisions et de malchance. D'autres percevaient des signes évidents d'actes criminels. Statistiquement, la grande majorité des disparitions en pleine nature relèvent de la première catégorie. Les gens se perdent. Le temps change. Des accidents se produisent. Mais de temps à autre, une affaire refuse d'entrer dans ce moule, une affaire qui porte en elle quelque chose de plus sombre. Les Great Smoky Mountains ont connu des centaines de disparitions au fil des ans. Certaines sont résolues rapidement. D'autres demeurent irrésolues des décennies plus tard. Quelques-unes, comme celle de Lila, existent dans cette zone grise entre l'accident et l'intention. Elles rappellent aux enquêteurs à quel point la ligne est fragile entre être retrouvé et être oublié. Après la cérémonie, la plupart des participants s'attardèrent en silence, ne sachant comment partir. Evan resta en retrait tandis que la foule se dispersait. Daniel s'approcha et le remercia doucement, sa voix posée mais lasse. Il dit qu'il n'en voulait ni au parc, ni à la météo, ni même à l'homme qui aurait pu causer tout cela. Il voulait seulement savoir ce qui s'était passé, et maintenant, il le savait. Avant de partir, il déposa le médaillon au pied du panneau de départ du sentier, à l'endroit même où il avait laissé des fleurs chaque mois d'octobre. Cet après-midi-là, les nuages commencèrent à s'éclaircir. La lumière du soleil perça en faisceaux étroits, balayant le fond de la vallée. Le brouillard qui avait enveloppé Deep Creek pendant la majeure partie de la matinée se leva, révélant les contours de la forêt avec une netteté dorée et saisissante. Depuis le belvédère en surplomb, la clairière où ses restes avaient été découverts semblait paisible, silencieuse, presque intacte, comme si la forêt s'était refermée sur elle-même. Evan regarda la lumière changer sur les arbres et pensa à cette phrase d'un vieux manuel de rangée. Les montagnes ne prennent pas les gens, elles les gardent simplement, jusqu'à ce que quelqu'un se soucie assez de chercher. Pendant 14 ans, le parc avait gardé le secret de Lila. Il ne l'avait pas volé. Il avait simplement dissimulé la vérité sous des couches de terre, de racines et de temps. Ce soir-là, Daniel fit un dernier arrêt avant de rentrer chez lui. Il se gara au belvédère, faisant face à la crête, et resta près du garde-corps, les yeux fixés sur la lointaine lisière des arbres. L'air sentait la pluie et le pin. Dans ses mains, il tenait une petite urne contenant les cendres de sa fille.
Il murmura quelque chose de doux, presque emporté par le vent. Puis, alors que la dernière lueur touchait les arbres, il dit « Je peux enfin te ramener à la maison. » Il partit peu après, tandis que le soleil plongeait derrière les sommets et que la route serpentait vers la ville en contrebas. Pour Evan, l'affaire resta longtemps avec lui, même après avoir été classé. Il rédigea des rapports, archiva des photos et passa à de nouvelles missions. Mais chaque année, vers la fin octobre, il retournait à Deep Creek. Il se garait sur le même parking et parcourait le premier kilomètre du sentier avant le crépuscule. Parfois, il s'arrêtait près des vieilles fondations, là où l'herbe recouvrait maintenant la majeure partie de la clairière, et restait là un moment. La forêt était différente maintenant, plus silencieuse, plus légère en quelque sorte. Il ne vit jamais rien d'étrange, ni n'entendit rien d'inhabituel. Mais une fois, en 2021, alors qu'il marchait seul après une pluie fine, il trouva une unique fleur sauvage qui poussait au bord du chemin, un astère des montagnes, d'un violet vif sur la terre humide. C'était la même fleur que Daniel avait l'habitude de déposer chaque année. Evan la laissa là intacte. Au final, il n'y avait rien de surnaturel dans ce qui était arrivé à Lila Mercer. Pas de lumière fugace, pas de sentier maudit, pas de dimension cachée de la forêt l'engloutissant tout entière. Juste une chaîne d'erreurs humaines, de peur et de silence qui avait duré bien trop longtemps. Et pourtant, quelque chose de son histoire persistait. Quelque chose dans la façon dont les bois s'étaient accrochés à elle pendant tant d'années, refusant de la rendre jusqu'à ce que les bons yeux regardent au bon endroit. L'affaire fut officiellement classée en 2019. Son père décéda 3 ans plus tard. Ses cendres furent dispersées le long de la même crête où celles de sa fille avaient été retrouvées. Et maintenant, lorsque les randonneurs traversent Deep Creek par des matins clairs, ils remarquent parfois à quel point l'air y est calme, comment le brouillard semble toujours se lever un peu plus vite, comment la lumière du soleil s'attarde un instant de plus sur les arbres. Pas un fantôme, pas une légende, juste ce qui reste lorsqu'un mystère exhale son dernier souffle. Car dans les Smokies, le silence peut cacher la vérité plus longtemps que le temps lui-même.